Voilà, eh bien écoutez, je suis vraiment très heureux, Marie-Claude Blé, de vous accueillir dans cette conférence inaugurale à nos Journées nationales d'études. Et c'est vrai que j'avais tenu, en discutant avec le comité d'organisation, à ce que la question des solidarités, elle soit une question vive, une question forte dans la réflexion que nous pouvons avoir aujourd'hui, puisqu'effectivement, et le titre que vous avez donné à votre conférence le montre bien, qu'est-ce qu'il en est de l'idée de solidarité dans le monde de l'éducation et de l'orientation aujourd'hui, à l'heure des individualismes. Et vous vous doutez bien que cette question des solidarités, elle nous travaille, elle fait partie de nos valeurs, et on voulait en savoir un peu plus sur les travaux de recherche que vous avez menés, puisque effectivement, vous êtes l'auteur d'un livre. Alors, il est fabuleux, j'avais eu l'occasion d'en faire un résumé, une fiche de lecture pour une autre revue. Il s'intitule « La solidarité, histoire d'une idée ». C'est donc de Marie-Claude Blé. Et vous venez de me rappeler qu'effectivement, vous avez fait la préface du texte initial de Léon Bourgeois qui s'appelle « Solidarité ». Vous en avez fait la préface. Vous êtes aussi l'auteur de Transmettre, apprendre, en lien, en collaboration avec Marcel Gaucher et Dominique Otavi. Et vous avez écrit vous avez écrit avant aussi quelque chose autour de l'éducation, les conditions de l'éducation. Vous êtes également membre du Conseil supérieur des programmes, et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on est aussi intéressé parce que toute la problématique de l'orientation, en particulier une partie d'entre elles, les démarches pédagogiques, ça a été soumis au Conseil supérieur des programmes. Donc c'est important que cette appartenance-là, je la cite. Et puis vous êtes également professeur de philosophie. Je crois que vous étiez sur Rouen, et donc vous êtes un peu dans votre région. Et je crois que je vais sans tarder vous laisser la parole pour 45 minutes, 50 minutes, et ensuite on débattra avec la salle. Merci beaucoup. Merci à vous. Et ça marche ou ça marche pas? Ah oui. Il faut peut-être activer quelque chose. Oui, ça c'est bon, ça y est, voilà. Ah. Oui, c'est bon. Bon, écoutez, merci à vous. Je vous remercie vraiment de m'avoir invité pour parler de cette question de la solidarité. Dans un monde de réseaux, vous m'avez bien dit quand même que votre thème, c'était les réseaux. Donc ça m'a amené à réfléchir un petit peu à cette question-là aussi. Bon, je vous demande de me pardonner par avance d'être moins amusante, moins drôle que l'interlocuteur précédent. Ça va être un peu théorique, mais j'espère que je vais arriver à vous faire partager l'intérêt énorme que j'ai pris à travailler sur cette question de solidarité, en vous exposant dès le départ pourquoi j'ai entrepris cette étude-là. Vous allez le comprendre très vite. Quand vous ouvrez la radio tous les jours, vous entendez parler de solidarité, et vous entendez parler de solidarité dans des sens absolument différents, opposés, parfois contradictoires. Pour rester au jour dernier, vous avez dans certains pays un accueil des migrants qui se fait avec des banderoles solidarité avec les réfugiés, accueil, bienveillance, aide aux victimes, prise en compte de la misère des autres. Et vous avez le lendemain, c'est-à-dire hier, le président de l'Assemblée nationale qui dit chaque pays d'Europe doit prendre sa part du fardeau, solidarité entre les pays de la communauté européenne. Est-ce que c'est la même solidarité? Personne ne le dit. Alors, le point de départ de mon travail, ça a été ça. Vous savez qu'en philosophie, on fait ce qu'on appelle l'analyse des concepts ou des idées qui circulent, qui paraissent comme des évidences et qui parfois suscitent une adhésion unanime, comme ce mot de solidarité, sans que les gens sachent très bien ce qu'ils mettent sous ce mot. Et à tel point, d'ailleurs, qu'on peut se demander, c'était ma question de départ, si l'unanimité et le consensus autour de ce mot, on vous donne un impôt de solidarité, on prend une taxe de solidarité sur votre billet d'avion, etc., personne ne moufte, personne ne rechigne, parce que c'est solidarité. On se demande parfois si l'adhésion à ce mot ne tient pas justement à l'équivocité du mot, à la multiplicité des interprétations qu'on peut en donner, des sens qu'il peut avoir, et donc si ça n'est pas un espèce de leurre, comme ça a été dit au moment où ça a été, cette idée a été élaborée. Donc je vous explique juste l'origine de mon travail, parce que c'est toujours un peu intéressant de voir comment les chercheurs travaillent. Je me suis dit, mais
en suivant une bonne idée de Durkheim. Pour comprendre un concept, il faut remonter à ses origines. Je vais essayer de chercher quand est-ce qu'il est apparu, ce mot-là, comment il a été élaboré, par qui, dans quelle perspective, pour répondre à quelles questions, etc. Et ça m'a amené dans un périple que j'ai trouvé, moi, passionnant. Si vous arrivez à le trouver passionnant, vous lisez le livre, vous verrez, c'est quand même très, très intéressant. On peut faire la même chose pour d'autres idées comme ça, hein. Donc, c'est aussi pour vous donner des pistes, en particulier la notion de réseau, hein, qui fait fureur aujourd'hui, et qui parfois, et bon, j'en parlais avec la personne qui est venue me chercher, quelque chose de tout simple et d'évident. On ne travaille jamais tout seul, on travaille en relation avec un tel, un groupe, une institution, etc. Mais ça a un autre sens aussi aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a plusieurs types de solidarité. En gros, si vous voulez, pour caricaturer un peu, on pourrait dire, en suivant un titre de Duvigneau, les liens du cœur et le lien de raison, il y a des solidarités au pluriel, des solidarités de cœur, d'émotion, de liens familial ou professionnels, d'affinité, d'intérêt commun. Des solidarités qui sont choisies, qui sont ponctuelles, qui sont limitées. Ces solidarités-là, il faut le savoir, elles sont souvent excluantes, contrairement à l'aspect généreux et ouvert que peut avoir le mot solidarité. Vous le voyez tout de suite, on va y revenir. Et puis, il y a un autre type de solidarité qui est une obligation, carrément, hein, un devoir, non seulement un devoir moral, mais aujourd'hui, depuis ce Léon Bourgeois dont vous parliez, une obligation juridique, qui est une obligation des êtres humains en tant qu'êtres humains. Elle est donc universelle. Cette obligation nous dit, en tant qu'être humain, et vous allez voir la résonance, nous sommes tous membres d'un même corps, nous avons en charge le maintien de la vie de ce corps, de son unité, de sa cohésion. C'est ce qu'on a appelé pendant des années au XIXe siècle l'unité du genre humain. Mais vous voyez tout de suite le rapport que ce peut avoir, je vais en parler rapidement, avec l'idée chrétienne de la communion des saints, de la rédemption collective, etc. Nous sommes tous membres d'un même corps, c'est une phrase de saint Paul. Donc, vous voyez déjà les deux grands aspects. Alors, moi, je me suis bien sûr intéressée à tous ces aspects pour voir comment ils se sont entremêlés dans la fabrication de cette idée juridique de solidarité. Mais celle qui nous reste aujourd'hui et qui nous importe le plus, me semble-t-il, dont je parlerai, c'est celle qui est inscrite maintenant dans nos codes et dans nos chartes, en particulier dans la charte de la Constitution européenne, des obligations de solidarité, qui est inscrite dans les institutions, qui est inscrite dans les lois, et qui a, de ce fait, acquis une force contraignante et une légitimité à s'imposer comme une valeur à transmettre également aux jeunes générations. Alors, je dois vous dire qu'aujourd'hui, de toute évidence, et je suis bien placée pour le savoir parce que j'ai suivi les nouveaux programmes d'enseignement moral et civique, mais ce n'est pas moi qui les ai faits. Il y avait un groupe très divers de personnes qui ont élaboré ça. La solidarité arrive au premier plan, voilà. Associée de la coopération, l'entraide, etc. Donc vous voyez les aspects mêlés, hein. Mais dès la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire l'époque où cette solidarité est apparue dans les textes juridiques comme un principe d'obligation et de mutualisation des risques et tout, je vais vous expliquer un peu ça, elle a fait fureur, mais vraiment fureur. C'est ça qui est passionnant si vous êtes intéressé, parce qu'il faut aller voir tous ces documents. Dans l'éducation, il y a eu en 1900 un congrès d'éducation sociale qui a été mené à l'initiative de Léon Bourgeois et de la Ligue de l'enseignement et de Ferdinand Buisson, qui était très partie prenante évidemment. Et
tous les travaux tournaient autour de la manière d'enseigner la solidarité dans les classes. Et il y a un chapitre là-dessus dans mon livre. C'est pour moi le plus intéressant parce que, comme par hasard, et comme souvent, c'est ce qu'on voit avec mes collègues avec qui on fait de la philosophie de l'éducation, là, Marcel Gauchet et Dominique Ottavie, l'éducation concentre tous les problèmes les plus profonds, les plus philosophiques qui se posent à une époque donnée. Et aujourd'hui encore, je peux vous assurer que dans la fabrique des programmes, on voit tout apparaître. Les clivages, les idéologies, les tensions, etc. Tout se focalise, vous en avez un écho à travers la presse, dans ces questions d'éducation. C'est étonnant. Donc c'est un sujet passionnant pour un philosophe et pour un observateur un peu réflexif, comme vous l'êtes tous. Et donc, à l'occasion de l'enseignement de la solidarité et des questions que se posaient les instituteurs, il y a eu une exposition, ils ramenaient tout, ils présentaient tous les travaux qu'ils avaient faits dans les classes, dans les écoles, les productions des élèves, etc. On a vu apparaître toutes les contradictions. Si j'ai le temps, je vous en parlerai un petit peu. Autrement, je vous renvoie à ce chapitre « Éduquer au sens social, socialiser les hommes », qui était un des objectifs de Léon Bourgeois. Alors, ce qu'on peut se demander, si l'évocation de la solidarité est un leurre, une manière habile, déjà on se pose la question en 1900, de masquer un individualisme effréné, ou une tentative désespérée pour raccommoder ce qu'un système libéral reposant sur la responsabilité individuelle peut avoir de destructeur pour le lien social. Évidemment, on peut se poser la question de manière un peu critique et se dire, tiens, pourquoi un tel succès? C'est pas seulement que c'est l'auberge espagnole, chacun y met ce qu'il veut, c'est aussi que ça sert à quelque chose. Il est sûr, en tout cas, qu'elle partage avec le concept de réseau le statut de concept fétiche, de maître mot. De même que nous sommes entrés dans un monde solidaire, ou du moins un monde dans lequel l'invocation de la solidarité est constante et consensuelle, de même, nous vivons aujourd'hui dans un monde réticulaire, ce monde parcouru de rhizomes que décrivaient deux philosophes et psychologues, Deleuze et Guattari, dans les années 70, un monde horizontal d'où toute dimension de transcendance a disparu. Non seulement la transcendance divine, mais aussi celle du passé, des ancêtres et des savoirs qu'ils nous ont légués, celle du pouvoir de l'État et des normes sans lesquelles aucune société ne peut subsister. Malgré leurs références communes au lien social, on voit donc, je pense déjà, que tout oppose ces deux concepts. Je ne développerai pas le concept de réseau car ce n'est pas mon sujet et d'autres ici vont l'analyser. Et il y a quelques livres qui l'ont fait aussi. Je voudrais juste montrer à quel point ce qui est mis en avant dans l'idée de solidarité à travers ses principes fondateurs, celui de lien entre les générations, ça c'est pas de l'horizontal, le rapport au passé, aux ancêtres, celui de dette sociale, c'est quelque chose qui est un peu éloigné de l'idée qu'on se fait de la liberté à travers les réseaux, celui d'obligation politique. Peut-être tous ces principes que je vais vous exposer peuvent être éloignés des normes que, je pense, véhiculent les réseaux en termes de liberté, d'adaptation, d'efficacité, de flexibilité. Et je dirais aussi peut-être de présentisme, mais ça, on en parlera peut-être après. Je laisserai à chacun la responsabilité d'en déduire les différentes manières forcément problématiques de rendre compatibles ces deux réalités d'aujourd'hui. Alors, je vais faire mon exposé en deux parties. Le premier, je vais donc vous donner quelques éléments de cette histoire du concept de solidarité.
qui est, donc, comme vous l'avez vu, un concept carrefour qui explique la multiplicité de ces emplois aujourd'hui. Et donc, il faut connaître pour comprendre ce que signifie ce mot et comment il est utilisé. Et puis, je verrai en deuxième partie, j'esquisserai quand même quelque chose concernant les applications possibles de cette idée de solidarité dans l'éducation, la formation et l'orientation des jeunes. Alors, le premier point, la genèse du concept, une histoire ambiguë. Comme je l'ai dit, je n'ai pas donné la date, le point de départ de la diffusion de cette idée de solidarité, c'est la fin du 19e siècle, 1896, la publication d'un livre qui s'appelle Solidarité, qui a été écrit par quelqu'un qui n'est pas quelqu'un d'inconnu dans la Troisième République, puisqu'il est président du Conseil. Il vient de se faire mettre en minorité, il a démissionné, pour une raison qui est intéressante à connaître, c'est la proposition, il était du Parti radical, donc les républicains, parmi les républicains les plus progressistes de l'époque, et depuis les années 70, ils avaient proposé l'instauration d'un impôt sur le revenu, et même, au scandale, d'un impôt progressif sur le revenu, dans une perspective évidemment de justice sociale et de redistribution. Il s'est fait mettre en minorité à la Chambre. Non, pas la Chambre qui était modérée à accepter, c'est le Sénat qui a refusé. Et donc, il a été obligé de démissionner. Et il a pris son bâton de pèlerin et il est parti à travers toute la France. Il était déjà très engagé dans des tas d'associations, la Ligue de l'enseignement, mais aussi les associations pour l'habitat social, pour la prévoyance sociale, etc. Enfin, c'était un avocat militant de l'association et de la coopération. Il a pris son bâton de pèlerin pour aller évoquer l'idée qu'il voulait faire passer, à savoir que nous sommes tous interdépendants les uns des autres et que donc nous devons prendre sous notre responsabilité les difficultés qui sont celles des membres du groupe auquel nous appartenons. Son souci premier, il explique dans ce livre, c'était de trouver un milieu entre l'individualisme libéral qui faisait fureur à l'époque, c'est-à-dire la prétendue harmonie des intérêts et la libre concurrence comme moteur de l'économie, et le collectivisme marxiste qui commençait à se développer après la création de la Première Internationale, avec le parti de Jules Guesde, etc. Il y avait des tendances révolutionnaires très nettes, il y avait des luttes sociales de plus en plus violentes. L'idée de Léon Bourgeois, c'était de trouver une formule qui permette de respecter la liberté individuelle, ce qui n'était pas le cas pour les collectivistes, tout en cherchant à établir une forme de justice sociale et en particulier de répartition des charges et des revenus dans une société. Voilà la formule qu'il a trouvée. Et il l'a trouvée en se basant sur une chose très simple, un fait. Ça, c'est important parce qu'on est dans un siècle positiviste, on ne s'intéresse qu'à ce qui est au fait, pas aux idées. Le fait irrécusable de l'interdépendance entre tous les hommes. Ce fait, il existe, il est d'une certaine manière fatal. Ce qu'on peut en faire, c'est un ressort du progrès, un tremplin pour l'action volontaire. On peut, à partir de ce fait de la solidarité, créer une société d'individus solidaires, selon les propres mots de Bourgeois. Comment a-t-on constaté ce fait? Depuis 1830 et même avant, la société française est prise d'effroi devant la dissolution du lien entre les hommes. Sous l'effet de la révolution industrielle, l'intérêt des uns se révèle en contradiction avec l'amélioration du sort du plus grand nombre. Beaucoup de voix s'élèvent dès les années 1830 pour lutter contre l'atomisme social et la montée d'une division entre les classes
à l'intérieur de ce que la Révolution avait pourtant appelé le corps social, encore la métaphore du corps. Et ce qui se passe à l'époque, c'est que vous avez effectivement l'assimilation de la société, un corps vivant, un organisme. Cette diffusion a été faite par Saint-Simon. Les Saint-Simoniens faisaient partie de ces progressistes des années 30 qui ont adhéré à la monarchie constitutionnelle, mais qui étaient profondément républicains. Saint-Simon avait proposé d'étudier la société comme un corps organisé dont aucun des organes ne peut vivre indépendamment des autres. C'est ce qu'il appelait la physiologie sociale. Puisque la solidarité caractérise la vie, les organismes vivants, il devrait être possible d'appliquer à la société les lois de l'organisme, qui sont des lois d'association. Association et coopération, ces idées sont renforcées par le développement des sciences de la nature et elles jouent un rôle immense dans l'émergence de la notion de solidarité. Ce que je veux vous montrer là, c'est que la solidarité s'appuie sur l'expansion d'un domaine très important de l'époque, c'est-à-dire les sciences naturelles, qui vont d'ailleurs être le point de départ des sciences sociales. Je ne peux pas m'attarder là-dessus, mais on va voir arriver Durkheim à la fin du siècle, et l'idée de l'organisme social sera très présente dans sa pensée. Même à la fin du siècle, un anarchiste russe qui s'appelle Kropotkin, écrit un bouquin qui s'appelle Mutual Aid, qui est traduit en français L'entraide, un facteur de l'évolution, pour montrer que dans le cadre de la théorie de l'évolution, on peut dire que ce qui permet aux espèces de se développer et de progresser, c'est l'association et la coopération dans le monde vivant. Il prend des tas d'exemples, le bouquin est assez intéressant à aller voir, on le trouve facilement. Et parallèlement, toujours à la même époque, au milieu du 19e siècle, dans les années 30, 40, 48, en 48, c'est une efflorescence de la solidarité, hein, c'est fantastique. Il y a toute une mystique chrétienne qui se retrouve dans la phrase de saint Paul, « Nous sommes tous membres d'un même corps ». Et les milieux réformateurs qui sont pas encore qualifiés de socialistes, mais qui sont des progressistes, ils sont imprégnés de ce mysticisme chrétien. Ils sont angoissés par la disparition des liens religieux et traditionnels et atterrés par l'émergence d'une société individualiste. On se croirait aujourd'hui. Ils prônent le partage et l'union entre les classes. Il commence à y avoir, les journées de 1830 sont des journées terribles, hein, et il commence à y avoir le sentiment que la société est au bord de l'explosion. Ils aspirent à l'union universelle du genre humain. La notion de solidarité leur permet de retrouver la vérité des dogmes chrétiens sous des couleurs laïques. Alors le premier, je vais passer rapidement, mais il est très intéressant, qui formule la théorie de la solidarité. C'est un monsieur Gaston Leroux, qui était... Gaston, c'est le roman policier. C'est Pierre Leroux. Pierre Leroux qui publie en 1840 de l'humanité, de son principe et de son avenir, où se trouve exposée la vraie définition de la religion. Et le livre porte en exergue « Quoique nous soyons plusieurs, nous ne sommes qu'un seul corps en Jésus-Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Autrement dit, si on fait du mal à un des membres du corps social, tout le corps souffre. Et il dit qu'il a emprunté au légiste le terme de solidarité, c'est un terme du droit civil, hein, la solidarité des débiteurs face à un créancier. Bon, ça, je ne vous donne pas la définition, vous la retrouvez dans le livre. J'ai emprunté au légiste le terme de solidarité pour l'introduire dans la philosophie, c'est-à-dire dans la religion. J'ai voulu remplacer la charité du christianisme par la solidarité humaine, 1840. Bien avant le livre de 1896. Son problème est exactement le même que celui de Bourgeois, et le même, je dirais, que le nôtre aujourd'hui. Comment concilier la liberté de l'individu et la réalité du lien de société. Ce n'est pas un désir, une volonté, une aspiration.
Nous sommes interdépendants. Nous sommes, on dirait aujourd'hui, interconnectés. Hein. Nous dépendons les uns des autres. C'est un mythe que cette indépendance qu'on veut apprendre aux enfants, ça, on en parlera, c'est une des répercussions sur l'éducation. Donc on voit que dès ses premières formulations, l'idée admet des versions différentes et parfois même opposées. On le voit en particulier, ça c'est très amusant aussi, dans le circuit, tout le monde s'y intéresse, hein, les économistes libéraux disent « mais oui, nous sommes interdépendants ». La preuve d'ailleurs, il y a une main invisible qui produit l'harmonie des intérêts. Alors, laissons faire la solidarité naturelle. Il y a une solidarité entre tous les individus dans le monde entier. Laissons faire. Pourquoi vouloir intervenir? Et c'est là que les partisans de la solidarité, avec des objections comme celle-là, s'aperçoivent qu'il y a certaines ambiguïtés dans cette notion de solidarité. La première ambiguïté, je viens de la montrer, si c'est un fait, pourquoi en faire une valeur ou un idéal? Laissons faire la solidarité naturelle. Alors vous avez Bastiat, un économiste très célèbre de l'époque, Molinari, un ultra-libéral qui lui prône la solidarité d'aujourd'hui, hein, sans frontières, circulation totale et sans limite de chacun. En gros, on va s'installer dans le pays qui nous offre le plus de liberté, le plus de possibilités d'exercer notre responsabilité individuelle. Et ils se disent, mais il y a peut-être deux formes de solidarité, et c'est là que ça devient plus précis. Il y aurait une solidarité, parce que le patron est solidaire de l'ouvrier également. Le lion est solidaire de sa proie, disent certains. Alors, qu'est-ce que c'est que cette solidarité qu'on veut nous prôner et nous faire, nous amener à privilégier? Alors, là, ça commence à s'organiser autour de l'idée que il y a effectivement deux types de solidarité, la solidarité factuelle et la solidarité volontaire. Et c'est une autre forme de solidarité que celle qui existe dans les faits que nous voulons mettre en place. Et là, vous voyez qu'on va arriver très rapidement vers une formulation en termes de devoir, d'obligation, et non pas en termes de soumission aux faits. Hein, parce que la soumission aux faits, elle ne fait que reproduire toute la propagation des injustices ou des maladies d'ailleurs. Il y a une solidarité dans la maladie. On l'a vu d'ailleurs avec la lutte contre les virus qui prolifèrent au-delà des frontières. Donc, il y a une solidarité factuelle, une solidarité volontaire. Première grande distinction, et vous la trouvez, pour ceux qui connaissent un peu Durkheim, dans le premier ouvrage de Durkheim, qui est sa thèse de la division du travail social, en 1893. Durkheim fait la différence entre une solidarité mécanique, c'est la solidarité de horde, ou la solidarité des insectes qui fonctionnent tous ensemble par imitation, et la solidarité organique, qui est, alors on retrouve le terme organique, c'est amusant, qui est la solidarité d'un organisme social. Hein, il y a eu un autre auteur qui s'appelle Alfred Fouillet qui a élaboré en sociologie cette notion d'organisme social. C'est une solidarité volontaire et donc contractuelle. Et la question que se pose Durkheim, elle est passionnante. Elle est celle-ci, au début de sa thèse, il dit: la question qui a mené mon travail, c'est comment se fait-il que plus les individus deviennent indépendants, autonomes, spécialisés, individualisés dans leur spécialité professionnelle, plus ils sont dépendants les uns des autres. Plus le travail se différencie, plus les individus s'individualisent, plus ils sont interdépendants. Eh bien, c'est ça, ce constat-là qu'on peut tous faire. C'est très simple hein, par rapport à un mode de production artisanal où chacun faisait cultiver son jardin et faisait le nécessaire dont il avait besoin. Là, chacun produit un élément de ce dont la collectivité a besoin et
il échange avec les autres. Il y a donc une division du travail qui accentue l'interdépendance et qui en même temps rend les gens plus indépendants, plus individualisés, hein, plus spécifiques les uns des autres par rapport aux autres. Et ça, c'est un espèce de dilemme que Durkheim a affronté et qui résume en fait tout le dilemme qui parcourt la notion de solidarité. Et aujourd'hui, encore, on pourrait dire, un siècle et demi après, nous sommes de plus en plus spécialisés et de plus en plus, on s'en rend compte dès qu'il y a une panne de quoi que ce soit, notre petite chose là, fétiche qu'on a sous la main, on est complètement paniqué. On est dans la dépendance totale. Donc, la question, c'est cette question du contrat. Nous sommes interdépendants et nous avons entre nous une solidarité qui relève d'un accord concerté entre nous. Et Durkheim va plus loin d'ailleurs, on ne lit jamais le bouquin jusqu'au bout, mais il dit, pour que cet accord soit possible, il faut qu'il y ait déjà des relations entre les gens. Donc ça part quand même d'un système d'appartenance ou d'ancrage local. Et en plus de ça, il faut qu'il y ait une institution collective qui s'appelle l'État, ça ne peut pas être autre chose, qui garantit la réciprocité et la validité des contrats. Sinon, on retrouve le contrat entre le patron et l'ouvrier, c'est-à-dire le contrat léonin. Donc, on voit, je voulais juste vous montrer comment cette notion, petit à petit, arrive vers ce qui va être l'idée de Léon Bourgeois. Il faut en faire une notion juridique et politique. Hein, j'ai été beaucoup invité, c'est significatif quand même, à part des associations passionnantes comme la vôtre, par des universités de droit, et en particulier de droit public. C'est une question prioritaire pour exposer mon travail. Donc, il y a solidarité, c'est pas, comme dit un bouquin récent, solidaire si je veux, quand je veux et avec qui je veux, quoi, en gros. Hein. Ça, c'est une tendance qui correspond à des besoins individuels d'aujourd'hui. Les jeunes sont très, d'ailleurs, partants pour cette solidarité-là, et c'est très bien. Mais la solidarité dont on parle, c'est autre chose. C'est une solidarité qui établit entre les membres d'un groupe social une espèce de mutualisation des charges, des risques et de l'entraide, hein, qui fait qu'on ne peut pas y échapper. Bon, il y a certains pays qui essaient d'y échapper, mais c'est difficile, pour faire allusion au problème d'aujourd'hui. Alors, justement, le deuxième aspect des difficultés qui sont rencontrées dans la notion, c'est l'aspect de la communauté de référence. Alors, je dis que Durkheim, pour lui, à l'époque, c'est évidemment l'État. Aujourd'hui, ça pose quand même un problème. C'est un des problèmes les plus épineux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, avec le retour de l'idée. Si vous voulez, dans l'esprit, la solidarité a une vocation à être universelle. En fait, elle n'a de possibilité de s'exercer que dans le cadre d'une communauté politique, hein, et c'est-à-dire à l'intérieur de frontières politiques. Alors ça peut être l'État-nation, ça peut être une autre dimension, mais en tout cas, et c'est ce qu'on voit dans les difficultés à faire accepter la solidarité, s'il n'y a pas une participation effective, on va dire démocratique, parce que c'est ça, et un accord de tous les partenaires pour entrer dans ce système de répartition des charges et des bénéfices, hein, parce que l'idée de départ, je ne l'ai pas encore dit, mais c'est quand même l'idée qu'on reçoit des bénéfices et donc on a une dette par rapport à tout ce dont on profite. La solidarité ne peut pas s'exercer, ne peut pas se pratiquer. La solidarité volontaire rencontre le problème de son territoire d'application. Et c'est le grand problème auquel on est confronté aujourd'hui. Je suis intervenue, par exemple, sur la sécurité sociale. L'idée de solidarité, elle est présente en 1945, à l'origine de la solidarité sociale, de la sécurité sociale. Et Pierre Laroque, son fondateur, dit très bien, on va établir ce système de sécurité sociale à l'intérieur de notre pays, mais ça va de soi. Si on est les seuls à l'avoir, on aura les membres des autres communautés qui viendront pour bénéficier de ce système. Il n'est viable que si tous les pays mettent en place ce système. C'est-à-dire que
l'horizon de la solidarité, c'est toujours l'universalité. C'est ça la petite contradiction et la difficulté de cette idée-là. Elle est très porteuse, très positive, mais elle doit affronter la question de son territoire d'application et de son extension à l'universel. C'est la tension vers l'universel. On le voit en économie aussi. Je voulais vous parler d'un économiste qui s'appelle Charles Gide, qui joue un rôle très très important, mais je passe, ça intéresse plus les gens de Montpellier parce qu'il est originaire de Montpellier, il est un grand militant de la coopération. Il a fait quand même pendant 20 ans un cours sur la solidarité au Collège de France à Paris, et son cours est publié, hein, donc on peut le trouver. Donc, Léon Bourgeois, quand il écrit son livre, il est très clair. La formule de la solidarité a pour but de s'opposer au libéralisme sans frein comme aux idées collectivistes. C'est un modèle républicain qui, à la fois social et libéral, celui d'une république démocratique qui permet aux citoyens de rechercher ensemble les arrangements les plus propres à réaliser le gouvernement de la raison. Au-delà des obligations d'entraide charitable et d'assistance mutuelle entre tous les êtres humains, Léon Bourgeois a développé une théorie juridique de la solidarité, un projet politique pour la Troisième République. Alors, très vite, je reprends les composantes essentielles. L'idée importante, c'est celle-ci. Du seul fait que nous vivons en société, nous avons des obligations envers tous nos contemporains et nos prédécesseurs. Il y a des pages magnifiques. Si j'ai un peu de temps à la fin, je vous lirai sa phrase sur la dette, elle est extraordinaire. Cette obligation, elle part du fait que nous sommes tous liés par une solidarité factuelle, un réseau, hein, une toile dans laquelle nous sommes pris. Cette solidarité n'est pas bonne en soi, mais il est possible de passer de cette solidarité fatale, certains vont dire fatale, hein, et dans la plupart des cas, elle l'est, à une solidarité contractuelle organisée en vue de la justice. On voit que cette notion de justice est très très importante en perspective de la solidarité. Si c'est simplement une solidarité factuelle, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. La deuxième, avec le fait de l'interdépendance, il y a l'idée de dette, qui est une notion anthropologique de base, hein, mais qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. Pourtant, il y a eu énormément de travaux, c'est repris d'ailleurs par tous les sociologues du don, hein, anti-utilitariste. Il y a en chacun d'entre nous le sentiment, si on ne l'étouffe pas complètement, d'avoir reçu beaucoup de la société, de vivre dans un monde qui a été fabriqué par des générations de nos prédécesseurs et dont nous profitons sans avoir rien fait pour le produire. Cette idée, les psychanalystes parlent de dette généalogique, de dette de vie, de réception du nom du père, etc. Cette idée, elle est très forte, très ancrée chez les personnes, et il faudrait pouvoir... Ça va concerner l'éducation, justement, et je vais en parler très bientôt, que tout le monde prenne conscience de tout ce qu'il doit, non seulement à ses contemporains, hein, il raconte comment, quand vous vous habillez le matin, vous utilisez des tissus qui ont été élaborés en Amérique du Sud, fabriqués en Chine, etc. Bon, pareil pour les matériaux de l'école de vos enfants, la route sur laquelle vous conduisez vos enfants pour aller à l'école, etc. Tout ça, c'est le produit de tout un travail humain. Il y a un poète de l'époque qui est répété à satiété, c'est Sully Prudhomme, qu'on apprenait dans les écoles, et qui a inventé cette image très, très parlante. Celui qui a inventé la charrue marche encore, accompagne encore les pas du laboureur. C'est-à-dire, il n'est pas tout seul. Il y a tous ceux qui ont travaillé pour lui auparavant. Cette idée de dette, moi, je la trouve magnifique. Elle se traduit dans les termes de Bourgeois par ce terme: qui a reçu le capital et l'instruction est plus, peu plus, que qui n'a reçu ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que
on prend vite conscience, quand on réfléchit à cet héritage que nous avons reçu, que tout le monde a reçu sa part d'héritage, mais certains en ont reçu plus que d'autres. Et que donc, l'idée, c'est d'amener à rétablir un peu de justice dans cet héritage et à donner aux autres un peu de ce qu'on a reçu, si on prend conscience des injustices en termes d'héritage. Alors, bon, je ne retrouve pas tout de suite, mais il y a une phrase de Gambetta qui est à l'origine de ça, Bourgeois n'a pas inventé, où il dit nous sommes en 1870, juste avant l'établissement de la République, nous sommes quelques-uns à avoir bénéficié de l'instruction et nous en gardons une dette que nous voulons retransmettre à nos successeurs. Alors, à partir de cette notion de dette qui est comme un devoir moral, de rendre à ceux qui nous ont donné, et si on ne peut pas leur rendre puisqu'ils ne sont plus là, de transmettre l'héritage, augmenter même à nos successeurs, il y a l'idée d'obligation juridique. Et alors là, c'est un peu compliqué, mais vous le verrez dans le livre si vous êtes curieux, il ressort une notion du droit civil qui est le quasi-contrat, c'est-à-dire un contrat qu'on accepte même si on n'a pas expressément signé l'acte, c'est-à-dire le fait de vivre en société, et comme un contrat, on accepte les avantages, donc on accepte les charges, ça semble aller de soi. Et il y a des conséquences donc, de tout ça en termes de redistribution et de prévoyance sociale, je passe là-dessus. La plus grosse conséquence, elle est en termes d'éducation, éducation du sens social. Parce que si la République est un régime de liberté, il est évident qu'on ne peut pas imposer les charges collectives, la prise en compte de la répartition, de la redistribution. Il faut donc éduquer les jeunes à comprendre leur lien avec les autres et les obligations qui s'ensuivent de ce lien. La solidarité ne peut reposer que sur l'accord des citoyens. On revient à cette histoire de territoire politique et démocratique. Il faut qu'il y ait un accord pour que ce soit possible. On ne va pas arracher, on voit poindre le risque du collectivisme, hein, sous prétexte de répartition, on va arracher la propriété à certains pour la donner à d'autres. L'unique moyen de la République sociale, c'est l'éducation à la solidarité. Je vous donne juste une phrase de Bourgeois. Le but de l'éducation, c'est de faire passer de la solidarité organique, fatale, passive et inconsciente à la solidarité humaine, qui est l'interdépendance des êtres réglée par la raison et acceptée par la volonté comme le moyen de réaliser le but de toute société humaine, l'organisation progressive de la justice sociale. C'est bien l'idée de la justice sociale, vous l'avez compris, qui mène les républicains radicaux de l'époque. Alors, je vais juste... j'ai encore un peu de temps. Je voudrais juste... je ne veux pas vous ennuyer trop, mais parce que je vous ai dit que les problèmes posés à l'éducation étaient quasiment les plus importants. Il y a eu énormément de débats à l'occasion de ce congrès d'éducation sociale sur cette éducation à la solidarité. Il disait, Bourgeois préférait dire l'éducation du sens social. J'aime bien cette expression. Hein. C'est sentir que nous ne sommes pas tout seuls et que nous sommes dépendants des autres et surtout du collectif qui permet que nous vivions librement. Il y a eu des discussions énormes et des discussions à un niveau beaucoup plus élevé à l'école des hautes études sociales entre des philosophes du plus haut niveau. Hein. Moi, je suis philosophe, j'ai eu un grand plaisir à les lire et tout. Et je peux vous dire que ça posait des tas de problèmes. Le problème le premier, disons, pas forcément le plus important, c'est cette histoire de comment on va distinguer le fait et le droit ou ce qui doit être, etc. C'est très compliqué. On voit dans les manuels un panier de pommes, il y a une pomme pourrie. La question c'est, il y a un panier de pommes et une pourrie. On demande aux enfants de dire ce qu'ils vont faire. C'est pas très évident. Hein. Bon, on sort la pomme et puis bon. Et donc il y a la solidarité factuelle, fatale,
Et comment on va passer de cette solidarité-là à celle qui est volontaire? Ils disent il y a un peu un sophisme, et on voit dans les instructions que j'ai étudiées de près que c'est un peu branlant, ils ne savent pas trop. Hein. Donc ça, c'est un vrai problème. Le deuxième problème, c'est un problème... enfin, celui-là, c'est aussi un problème philosophique en termes de... Bon, tout ça, c'est bien positiviste, c'est scientiste, mais la part de l'idéal, on ne la voit pas. Où est l'idéal dans tout ça? Et comment on peut justifier l'idéal auprès des jeunes? Alors là, vous avez des gens comme Durkheim qui disent ben, l'idéal, c'est là une réalité aussi d'aujourd'hui. Il y a un idéal d'égalité, un idéal de justice. Il faut partir de cette réalité-là. Donc il y a le fait de l'interdépendance qui peut être nocive, et puis il y a le fait de l'idéal, qui est, comme c'est le titre d'un livre de l'époque, l'idéal moderne. C'est un idéal d'égalité et de justice. Je crois que c'est encore vrai aujourd'hui. À voir comment on s'oppose en permanence, on s'indigne des inégalités produites, par exemple, par le système scolaire, tout en ne faisant rien pour, enfin pas grand-chose pour les transformer ou pour les subvertir. Mais il y a dans l'idée d'inégalité n'est plus acceptée, évidemment. Le problème le plus important, j'arrive à celui qui m'a complètement retourné, c'est celui qui est soulevé par un psychologue d'ailleurs, qui s'appelle Roger Cousinet, qui était instituteur, quelques-uns le connaissent peut-être, et qui avait entrepris une thèse avec Durkheim. Il était très intéressé par cette idée de solidarité. À l'époque, il était instituteur, il avait donc sa classe, et il disait, on nous enseigne partout, on nous demande partout d'enseigner la solidarité dans les classes, mais est-ce qu'on s'est demandé ce que ça représentait pour les enfants, la solidarité? Moi, je peux vous le dire, parce que je les vois tous les jours, la solidarité, c'est l'obligation de penser comme tout le monde, de ne pas sortir du rang, de ne pas être humilié par ses camarades. Donc c'est, je ne reprends pas ces termes textuellement, mais c'est l'interdit de penser par soi-même. Hein. C'est une solidarité. La solidarité enfantine, c'est une solidarité de horde. Vous n'avez qu'à regarder comment ils se battent contre les étrangers. Hein. Il suffit qu'on rencontre une classe qui arrive de l'extérieur, toute la classe se concerte et se soude pour exclure les étrangers. C'est une solidarité excluante, c'est une solidarité qui ne repose pas sur la réflexion, mais sur la peur de l'étranger ou des forces hostiles qui se présentent. C'est vrai que souvent, c'est dans l'hostilité rencontrée par un groupe qu'il se réunit. Hein. Les solidarités ouvrières à l'époque, elles sont dressées contre l'oppression, contre les patrons, etc. Est-ce, dit-il à Léon Bourgeois et à tous ces philosophes qui sont réunis en grand congrès pour étudier comment la solidarité va pouvoir se mettre en place, est-ce cette solidarité-là que vous voulez répandre et diffuser dans la jeunesse? Il y a à ce moment-là quelqu'un comme Ferdinand Buisson, mais d'autres aussi, qui disent effectivement il y a un danger, d'autant que certains instituteurs, pour appliquer la question de l'enseignement de la solidarité, avaient proposé, par exemple, de pratiquer des punitions collectives. Hein, c'est-à-dire, pour que les enfants comprennent qu'ils sont membres d'une même communauté, quand un acte délictueux a été fait, on punit tout le monde, comme ça ils vont comprendre qu'ils sont solidaires les uns des autres. Alors, on voit que ça ébranle un peu un certain nombre de personnes qui se disent mais est-ce que c'est vraiment ça la solidarité qu'on veut étudier, qu'on veut enseigner? Et certains, comme Ferdinand Buisson, qui est directeur de l'enseignement scolaire à l'époque, disent oui, c'est certainement pas ça. Et peut-être que le plus important, c'est d'apprendre aux jeunes
la réflexion personnelle, la capacité à s'opposer, à résister au conformisme ambiant, au poids des idées toutes faites qu'on leur impose, et à se forger une pensée personnelle. C'est à tel point qu'ils font un petit peu marche arrière et qu'ils disent, dans les programmes, on enseignera la solidarité à la fin du collège ou au collège, mais à l'école primaire, il vaut mieux que les jeunes s'approprient tous les instruments, et on pense à notre socle commun, pour penser, écrire, lire, parler, former leur propre jugement. La plonger dans une dimension collective, qui peut être une dimension de horde, pour reprendre le terme de Durkheim, peut être plus nocive que le bénéfice que l'on attend de cet enseignement de la solidarité. Alors, je vous livre cette réaction parce que elle me semble encore aujourd'hui très pertinente. Hein. Et quand on se lance dans un enseignement moral qui peut tourner à une forme d'endoctrinement, de bonnes idées, de bonnes pensées, de savoir-faire, savoir-être, etc., initiative, engagement, etc., et qu'on n'a pas, parallèlement au moins, pris la dimension de l'importance de la réflexion personnelle et du jugement personnel de chaque enfant, on risque effectivement de tomber dans le danger que soulignait Cousinet. Alors je vous signale que nous avons avec Dominique Ottavier réédité aussi ce petit texte de Cousinet qui s'appelle « De la solidarité enfantine » aux éditions, c'était l'INRP, je ne sais plus comment ça s'appelle, je peux les retrouver, je vous les donnerai, hein, les éditions. Alors voilà, donc dernier point, puis je pense que j'ai déjà trop parlé, les incidences de l'idée de solidarité dans ce monde d'aujourd'hui, dans le monde de réseau. Là, c'est un peu... bon, j'ai essayé de faire quelque chose. Dans ce monde nouveau, donc, qui est apparu depuis les années 70 à peu près, hein, il ne s'agit plus d'éduquer à la solidarité, mais toujours... il s'agit à nouveau, mais quand même moins, de former le sens social. Plus que jamais, il faut percevoir la distinction, ça je crois que c'est important, entre l'être relationnel, c'est-à-dire l'être en réseau, l'être connecté, qu'est devenu l'individu contemporain, et là, je dirais la personne, ça me paraît être le mot le plus juste pour ça, consciente de son lien avec tous les autres, et de son insertion dans un collectif organisé dans lequel elle doit prendre place. Il y a une confusion qui est en train de se créer entre l'individu connecté, l'individu en réseau, et la personne consciente de son insertion dans un tout, dans un collectif. La personne, comme dirait mon collègue Gauchet, qui est capable de se placer au point de vue du tout. Ce n'est pas la même chose que l'être relationnel, hein, il faut le savoir. Cela suppose d'être lucide aujourd'hui, très lucide, et de savoir lutter contre un certain nombre d'illusions ou d'idéologies véhiculées par cette société de réseau. La pratique des réseaux, en particulier de l'Internet, c'est celui que je connais le mieux. Il y a les réseaux sociaux, puis il y a les réseaux professionnels, évidemment, hein, les réseaux qui ne sont pas virtuels, ceux-là. La pratique des réseaux développe des croyances, des mythologies que nous avons utilisées, que nous avons analysées dans le dernier chapitre de Transmettre, apprendre, qui s'appelle Peut-on encore apprendre à l'ère d'Internet, hein, y aura-t-il encore de l'école, quoi. Cette pratique véhicule en particulier l'illusion de l'individualisation complète des apprentissages et des parcours, le fameux parcours qui vous concerne aussi. Apprendre à son rythme, quand on en éprouve le besoin, sans effort, en allant chercher les informations, quand on en a besoin, dans des banques de données, par autoconstruction des savoirs.
grand mot, y compris dans les programmes. J'ai fait retirer un nombre de... L'enfant construit ses connaissances, il construit. Je leur ai dit, mais vous ne pouvez pas dire apprend, acquiert, maîtrise, etc. Ça a été, je vous le dis parce que c'est pas méchant, mais c'est tellement évident. Il doit tout construire. J'ai dit, on est à Legoland, à l'école, hein, l'enfant bâtisseur sur terrain vierge. Bon, tout n'est pas construit. Alors, c'est la dimension, vous le voyez bien, c'était l'objet de notre livre, la dimension de transmission qui tend à être gommée. C'est-à-dire, on est dans le plat, dans l'horizontal, dans cette fameuse idéologie qui est celle des réseaux, mais qui n'est pas que... Elle n'est pas produite par les réseaux, c'est général. Hein. C'est l'abandon du passé, de la tradition. Ça s'opère au milieu du siècle, hein, dans les années 60-70, subrepticement, et ça devient massif, à tel point que, même moi, je pense que j'utiliserais ce mot « construire ses savoirs hein. ». Et dans certains cas, ça a beaucoup de sens, effectivement. Mais ça permet d'oublier qu'il y a une autre dimension. C'est ça qui est embêtant. Oh là là. Bon, on va laisser sonner. Parce que, non, je pense que... Ah, excusez-moi. Je croyais que j'avais éteint. C'est terrible. C'est le réseau, vous voyez. Donc, l'illusion d'individualisation complète. Une double injonction est faite à l'école. Transmettre une culture commune et individualiser les apprentissages. C'est un peu compliqué, si ce n'est, comme disait quelqu'un, la quadrature du cercle, le cercle carré. Il y a un consensus, un certain consensus sur l'idée d'un socle commun à garantir à tous, mais la question qu'il faut se poser, c'est comment faire du commun avec du multiple et avec l'individualisation complète. Les réseaux diffusent aussi une espèce de norme de liberté et d'absence de contraintes, là, le LOL chéri par les adolescents, évidemment contradictoire avec la nature même des savoirs les plus élémentaires et avec l'ensemble de règles et de normes qui caractérisent toute vie en société. Il y a un petit dilemme là. Il s'impose comme un outil de plus grande efficacité et de rationalité, mais il porte une acception utilitaire et adaptative de la connaissance. Ça, c'est ce qu'on montre dans notre dernier chapitre. Hein. Rechercher l'information qui nous est utile et l'obtenir le plus vite possible. C'est l'idéologie, apprendre sur Internet, c'est clair. J'en donne quelques exemples dans la littérature américaine, c'est manifeste, y compris chez les étudiants de philosophie, hein, d'ailleurs. Les réseaux développent le sens de la relation aux autres, mais pas celui du collectif. Ils sont étrangers à cette dimension d'héritage et de rapport au passé qui définit la culture. Ils posent la question de la possibilité pour un jeune d'élaborer un projet personnel, de s'orienter professionnellement lorsqu'il est déconnecté du passé du groupe auquel il appartient et que la société dans laquelle il doit s'insérer est perçue comme flexible, mobile, indéterminée. La solidarité, de son côté, quand elle n'est pas un vain mot, pose la question cruciale de l'équité et de la justice. Celle, par exemple, de ces 150 000 enfants qui quittent l'école chaque année sans maîtriser les savoirs nécessaires à toute vie professionnelle. Assurer, avec la démocratisation de l'enseignement et le collège unique, on a fait rentrer dans l'institution deux logiques différentes. Et c'est ça qu'il faut travailler et affronter aussi dans cette perspective de solidarité. On veut assurer un socle commun de connaissanses pour toute une génération, dans une visée égalitaire de démocratisation, et en même temps dispenser un enseignement conçu selon un modèle élitiste en vue d'études supérieures qui, par nature, ne sont pas adaptées à tout le monde. Je vous assure que dans la fabrique des programmes, on a ce dilemme en permanence. Et ce n'est pas les programmes qui sont en question, ce sont toutes les structures qui sont mises en place pour qu'il y ait possibilité de
valorisation des voies professionnelles, mobilité entre les voies, reprise de parcours d'études, etc. etc. On envisage qu'il serait possible de faire, mais on ne le fait pas. Et donc, on maintient un espèce de dilemme qui fait qu'on demande à ce que les programmes aillent le plus loin possible, parce qu'on sait que certains des jeunes vont suivre des études qui vont les mener très loin, et on veut aussi que ce soit accessible à tous. C'est assez compliqué. En revanche, l'idée de solidarité, de par sa composante intergénérationnelle, permet de mieux comprendre les mutations auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, ainsi que nos difficultés dans la transmission d'une culture commune, transmission à tous. Jusque dans les années 60, l'idée de l'école reposait sur le principe qu'une génération en éduque une autre. Les nouveaux venus devaient acquérir, dans la mesure de leur capacité, les acquis de la génération en place, c'est-à-dire un ensemble de symboles et de savoirs pour être en mesure de lui succéder. Cette conception a été complètement balayée aujourd'hui. Nous sommes passés définitivement d'une société de tradition à une société de la connaissance, de l'apprentissage. L'éducation devient centrée sur l'élève apprenant. Ça, c'est un des chapitres de nos livres. C'est Dominique Otavi qui l'a fait, celui-là. Supposé autoconstruire ses savoirs, sa mission première ne consiste plus à assurer la socialisation des individus, mais à contribuer à leur épanouissement. Ce changement radical de paradigme coïncide avec le processus d'individualisation, avec la promotion des valeurs d'égalité et de liberté de chacun dans ses parcours de vie, qui caractérise la modernité. Mais poussé à son comble, il est incompatible avec l'éducation et l'enseignement au sens propre du terme. C'est ce que nous avons montré dans ce livre qui s'intitule « Conditions de l'éducation ». Il y a des limites à la radicalisation de ces principes sur lesquels repose la modernité. Pourtant, il faut bien voir d'ailleurs que la transmission résiste et s'opère toujours au sein des familles, justement, malgré ces objectifs d'égalité. Alors que l'intention était de compenser l'héritage familial par l'acquis scolaire, l'école voit son rôle reculer. Les élèves qui réussissent sont ceux qui bénéficient du bagage socioculturel leur permettant de structurer leurs apprentissages. Ceux qui bénéficient d'une familiarisation, le mot n'est pas neutre, progressive avec les codes et les langages, et la présence réelle d'un adulte pour qui ces savoirs ont un sens et auquel le jeune peut s'identifier, ce qui est moins évident avec les réseaux ou Internet. La transmission résiste aussi parce qu'elle répond à un besoin fondamental de l'humain de s'inscrire dans l'histoire. Ça, j'y crois vraiment, l'histoire des savoirs aussi d'ailleurs. L'homme est ontologiquement un être de culture, d'héritage. Il peut se construire comme individu tourné vers l'avenir. Il ne peut se construire comme individu tourné vers l'avenir sans se rapporter à un passé collectif. C'est là qu'on voit que cette dette symbolique, cette idée de dette symbolique structure toutes les sociétés. Il y a un avant-nous qui est en nous et il y aura un après-nous. L'humanité suppose ce sentiment d'appartenance qui va au-delà des limites de notre propre existence. C'est tout l'enjeu de la culture. C'est l'opposé de l'idéologie des réseaux, me semble-t-il, et de la transmission horizontale, peer-to-peer. L'individu réticulaire contemporain risque bien d'être l'individu déconnecté symboliquement et cognitivement du point de vue du tout, un individu pour lequel il n'y a pas de sens à se placer du point de vue de l'ensemble. C'est ce qui manque. On a l'illusion de la connexion, mais c'est le point de vue de l'ensemble qui manque. Et c'est très important, y compris, me semble-t-il, mais je vais vous écouter après, dans l'orientation professionnelle. Réseaux sociaux, travail collaboratif, coopération entre pairs, échange des savoirs, projets coopératifs, toutes ces pratiques contemporaines sont formatrices et porteurs de progrès, à condition que nous, adultes, responsables des médias, professionnels de l'éducation, restions porteurs d'une culture qui s'adresse à tous et que survivent les institutions représentant le collectif. Ce qui n'est pas gagné, soit dit entre nous. Ma conclusion est assez claire pour les professionnels de l'éducation. Renforcer le lien social, rendre compatible le vivre ensemble et le projet personnel de chacun. Cela passe sans doute par l'expérience de l'entraide et du travail en collectif,
collaboratif, par l'insertion de chacun dans de multiples réseaux, mais cela ne peut faire l'impasse sur le temps nécessaire à l'apprentissage, à la connaissance de notre passé, à la formation du jugement personnel, à une connaissance des conditions politiques de notre liberté. C'est le point peut-être dont, dans leur rapport au temps, par exemple l'immédiateté, la rapidité, leur rapport à l'extériorité connective, aux dépens de l'intériorité et de la réflexion, le rapport au transnational, je ne sais pas comment dire, ou contre la communauté politique, au global, au cosmopolite, etc., les réseaux sociaux ou organisationnels s'éloignent le plus. Préserver ces dimensions vitales est sans doute la mission la plus cruciale aujourd'hui du service public d'éducation. Voilà, j'ai fini. Ça vous a plu ? Non, c'est mon métier. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, Marie-Claude Blais. Donc, comme on le fait habituellement, on va discuter un peu donc de l'exposé que vous venez de nous faire. Juste, mais sans poser de questions, je pense qu'effectivement, vous nous avez parfaitement bien montré ce que peut être l'émancipation du point de vue de la solidarité et la dimension du lien, du fait que la vraie liberté, la liberté, ça suppose qu'on passe par l'autre, mais pas seulement l'autre contemporain, l'autre tel qu'il est porteur d'une histoire et d'une culture. Et je crois que ça, c'est capital, ce que vous nous avez montré ça. On ne s'individualise pas tout seul, on ne s'individue pas tout seul. Alors, j'ose utiliser le mot individuation, donc pour bien montrer que derrière, il y a toute cette idée du collectif. Et puis de la transmission à laquelle vous faisiez allusion. Et effectivement, à l'heure du numérique, à l'heure d'Internet, c'était sans doute très bien de le rappeler, puisqu'effectivement, nous sommes dans des pratiques innovantes, dans des pratiques qu'on dit modernes, et on a tendance à se transporter beaucoup du côté de ces solutions-là, dont vous disiez peut-être aussi les limites du point de vue de la solidarité. De ce point de vue-là, moi j'en suis très heureux, mais il va y avoir des questions, et on va demander peut-être à quelqu'un de poser la première question. Les gens étaient très sensibles à ça. Non, vous allez voir, ça va venir, il va y avoir des questions. Voilà, regardez, oui, là-bas, voilà, oui. Ah. Le micro. Ah. T'en as un autre ? Il y en a un autre là. Attends, Pat, je t'amène le micro. Bien, la question qui se pose, il me semble, face à cette démonstration, c'est qu'en est-il de la réalité une fois qu'on a donné un paradigme ou un autre ? Effectivement, est-ce que c'est l'impératif catégorique de type un peu kantien, ça s'impose à nous d'être hommes et donc là d'être solitaires ? Ou au contraire, le modèle chrétien, il y a une transcendance et de toute façon, d'une certaine façon, ça peut revenir au même. On le voit actuellement dans la prise en charge des réfugiés, puisqu'il y a concomitamment les laïcs fermes et sans distinction, et les chrétiens qui, pour certains, font aussi sans distinction. La question qui se pose dans le milieu éducatif, c'est de savoir comment passer du paradigme au faire. Il me semble que c'est la vraie question concernant la solidarité. Parce que comment laisser effectivement les pensées se construire, comme vous le disiez tout à l'heure, comment apprendre, mais aussi annoncer des opinions fermes pour que des choses s'imposent à ces petites têtes pensantes. L'âge de raison, excusez-moi de cette référence un peu archaïque, mais j'y tiens un petit peu. Je pense qu'il y a un âge où les choses doivent s'imposer et qu'il y a civilisation que si des choses s'imposent à tous et de façon ferme et, je dirais, on ne peut pas les détrôner et qu'après on peut les remettre en question. Qu'effectivement, pour l'éducation, il s'agit d'apprendre à détrôner nos pères, le cas échéant, mais sans oublier et on passe forcément par l'histoire, par la transmission. Et donc,
7 ans, 15 ans, 20 ans, c'est pas la même chose. Et il me semble que dans le système éducatif, si nous voulons effectivement réaliser des solidarités, parce qu'on peut être solidaire pour du beurre, hein, je veux dire, comme vous le disiez tout à l'heure, quand on lit le ministère de l'Éducation est le meilleur du monde, le plus inégalitaire du monde, quasiment à ce jour, enfin fortement inégalitaire et de plus en plus. Hein. Sciences politiques, par exemple, qui a été une instance créée pour que les méritants de la République bénéficiant de l'ascenseur social arrivent dans le monde politique. On sait que maintenant, c'est la pire des reproductions du monde des énarques. Voilà, c'est un exemple. Alors, on peut édicter sans cesse des solidarités exemplaires, mais ne jamais les mettre en œuvre. Comment la mettre en œuvre, si ce n'est en imposant des exemples bien loin du collectivisme, mais au contraire de la conduite qu'il faut assumer de l'adulte. Merci pour la question. Oui, je pense que vous n'avez pas posé une question, vous avez donné une réponse. Mais bon, on peut la discuter, hein, mais pourquoi pas, effectivement. Il y a l'idée de Bourgeois et de beaucoup d'autres, c'était de travailler sur la conviction, la prise de conscience, parce que c'est toujours difficile d'imposer, hein, d'imposer et d'arracher aux personnes une part de ce qu'elles croient être leur bien. Mais bon, pourquoi pas, si vous arrivez à obtenir une adhésion de cette manière-là. Ce qui est sûr, c'est que... Moi, je crois que je ne me suis pas fait comprendre. Oui. Je précisais bien que 7 ans, par exemple, et 15 ans, ce n'est pas la même chose dans l'histoire de la construction d'une pensée et du rapport à la société, la mise en question des valeurs et l'appropriation. C'est pas par hasard, me semble-t-il, qu'on fait par exemple de la philosophie en première, enfin en terminale. Oui. On l'aborde. Vous voyez ce que je veux dire? Et Oui. que ça prend l'eau si on laisse tout se vaut. C'est ce qui se passe en ce moment. Tout se vaut. Non, tout ne se vaut pas. Il y a un moment, effectivement, on peut en décider, avoir le libre arbitre, mais il y a un moment où ça prend l'eau. Quelles sont les valeurs en ce moment qui font loi? Parce que l'éducation scolaire, notamment, représente une petite partie de ce qui filtre dans ce que l'on va penser. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais... Oui, alors là, je vous comprends très bien, mais bon, effectivement, là, c'est une question de prise de conscience de la part des adultes. Hein. Il y a une idéologie qui est très répandue. Si j'ai parlé de cette idéologie des réseaux, c'est parce que vous avez le thème des réseaux, mais on pourrait en parler en dehors des réseaux, qui est l'idéologie du libre choix. Et je peux vous dire que dans des instances politiques, y compris, alors, pas celles de gauche, hein, celles au contraire, les plus conservatrices de droite et tout, on a des personnes qui vous disent chaque enfant doit construire sa culture. On n'impose pas une culture. Vous vous rendez compte? Moi, j'ai entendu ça. Je ne donne pas le nom de la personne, mais c'est quelqu'un qui a rien à voir avec la gauche, hein, qui est un représentant du peuple. Hein. Et donc, c'est pour vous dire à quel point cette idéologie de l'autoconstruction, de la liberté absolue, du choix est puissante dans les sociétés dans lesquelles on est. Et c'est pourquoi j'ai plaisir à venir participer à des travaux comme le vôtre, parce que je pense que plus on en prendra conscience les uns et les autres, plus on pourra contrer cette idéologie. Quand je vous dis qu'il faut être lucide et savoir résister ou lutter, c'est des choses comme ça. Hein. Quand on est enseignant, quand on est formateur, quand on est psychologue, orienteur, etc., on a à transmettre des choses qui ne sont pas vos choses personnelles, vos croyances, votre idéologie, qui sont des choses partagées, qui sont des choses sur lesquelles on est d'accord, qui sont d'ailleurs inscrites dans des textes, dans des constitutions, etc. Pourquoi être toujours en retrait et dire « Ah non, moi je crois ça, mais vous savez, d'autres croient autre chose, et puis vous pouvez choisir, vous construisez vous-même vos savoirs, votre culture ». Il y a une espèce de frilosité aujourd'hui par rapport à ça, qui est destructrice, y compris pour les adultes d'ailleurs, parce qu'ils se sentent très mal, ils ne voient plus où est leur rôle là-dedans. Alors après, il y a la manière de faire passer les choses, hein, effectivement. Et l'écoute, la générosité, etc. Hein. Si vous bombardez vos convictions ou des convictions, c'est... bon, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais je trouve que le programme qui a été élaboré sur l'enseignement moral et civique, là, il est dans cet esprit-là. Il n'est pas moralisateur, il n'est pas dogmatique, mais il transmet des choses qui sont
qui représentent un accord de nos sociétés aujourd'hui sur lesquels on n'a pas à avoir de scrupules ou d'hésitation. Mais évidemment, cette question du politique, cette question du tout, du global, de ce qui nous permet d'être libre. Quand les enfants vous disent « moi je veux être libre, on ne m'impose pas, je choisis, etc. » c'est quand même assez simple de leur montrer que leur liberté, elle est permise parce qu'il y a une institution qui la garantit, qui la met en place, qui a une histoire de cette liberté. Moi, je passe mon temps à faire ça avec mes étudiants. Ça vient d'où, la liberté? C'est pas faire ce que je veux. Il y a toute une... ça fait partie des droits de l'homme, ça a été élaboré pendant des siècles de réflexion sur ce... Bon, ce qu'est l'homme, ce qu'est le collectif et tout, et qu'est-ce qui peut permettre que les individus aient la possibilité de vivre leur vie sans être trop attaqués par les autres, etc. Le contrat social, c'est une histoire. Tout ça, ça aboutit à un accord, évidemment. On peut le montrer aux jeunes, je pense. Alors après, il y a l'âge. Je suis d'accord avec vous, il faut voir avant 15 ans, après 15 ans. Il y a... Une autre question, peut-être? Non. Oui, oui. Que comment dire, le progrès, ça passait par la technique et que le fait que le savoir était disponible sur les réseaux et donc nous dégager, ce que dit Monsieur Serre d'ailleurs, du temps de cerveau disponible puisqu'il n'y a plus besoin d'apprendre, puisque tout est là en permanence et que le réseau servait à ça, donc vive la liberté. La pensée, enfin, on peut penser autrement sans avoir de connaissances, comme si la pensée, c'était pas une structure qui se concrétisait comme des concrétions un peu géologiques. On ne construit une pensée que s'il y a quelque chose qui de même que les stalactites se forment, ça se forme comme ça, la pensée, parce qu'on commence à nous apprendre des choses et après effectivement on vient. Et tout ça a été battu en brèche par PISA, mais je déteste PISA habituellement, mais là ça m'a fait plaisir, où on montre que les pays où les élèves s'en sortent le mieux, c'est les pays où finalement on utilise le moins ces choses-là. Je suis pas contre l'ordinateur, moi aussi j'utilise, c'est fantastique, Google, machin, tout ça, qui nous surveille comme tout, mais bon, je peux avoir accès à Wikipédia, à plein de choses, mais par ailleurs, c'était magique, quoi, cet objet. Et maintenant, on nous dit, ben non, finalement, il faut apprendre à penser, à lire, à écrire, des choses comme ça. Et donc, le réseau, ça sert après, quoi. Et d'ailleurs, on le voit bien, nous, on n'est pas passé par là dans notre formation, on sait très bien s'en servir. Certes, on nous dit les enfants se servent très bien de l'ordinateur, mais ils s'en servent techniquement. Et ils s'en servent pour faire des chats, pour parler, pour s'amuser entre eux. Mais c'est pas comme ça que se construise un sentiment du tout et une réflexion, parce que sur Internet, tout a la même valeur. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui ne dit ça c'est la vérité, ça c'est pas la vérité, c'est écrit. Voilà. Et il y a plein de machins faux qui circulent sur Internet et les jeunes les gobent forcément. Voilà. Oui. Merci. Oui, donc on ne peut qu'être d'accord avec vous, mais je pense qu'il y a un retour de balancier là. Mais il y a eu des pressions très très fortes pour introduire. Alors là, bon, lisez le dernier chapitre de Transmettre d'apprendre. Moi, j'en ai pris connaissance. Tout le monde peut l'imaginer, hein, parce que ces idéologies, elles ont quand même des bases ou des incidences commerciales à niveau mondial. Et donc, il y a des pressions, il y a des personnes qui sont payées pour faire rentrer l'idée qu'on peut apprendre mieux et plus vite et plus efficacement comme ça. Et puis, une fois que le matériel a été acheté et qu'il est au bout de 5-6 ans et qu'il reste dans les placards, on s'aperçoit qu'il y a d'autres manières d'apprendre qui sont plus efficaces peut-être et qui ont plus de sens, hein. Mais voilà, il y a beaucoup de gaspillage, mais c'est la loi des sociétés, je pense, hein. Encore une question?
Marie-Claude Blé, il ne me reste plus qu'à vous remercier vivement. Je C'est moi pense qui que vous votre remercie. réflexion, elle va faire du chemin dans nos propres représentations. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci.